Donc justement, c'est la dernière session. Merci à vous d'être resté jusque-là. Vous avez de la chance, c'est la dernière session, mais c'est la plus intéressante. C'est en tout cas celle qui va parler peut-être le moins de .NET et le plus de quelque chose qu'on en parlait il y a 2 secondes, vous ignorez souvent ou vous maltraitez un petit peu. Le stockage des données et la gestion des données pour la partie plus analytique, reporting que peuvent faire quand même pas mal d'entreprises derrière les applications. Alors, je vais vous en parler. Avant ça, je vais vous parler 5 minutes des 2 speakers derrière cette session parce que c'est moi qui vais la présenter, mais toute la partie dev, c'est un vrai dev qui l'a fait. Alors, quelqu'un qui sait faire du .NET, pas moi. Et moi, j'ai fait plus la partie data, même si je comprends ce qui a été fait. Ça m'a permis de m'assurer que vous ne fassiez pas tout le long. Donc, ça va, ça. Donc Fabrice, qui est consultant .NET dans la même structure que moi, dans une coopérative. Donc on fait aussi des fruits et des légumes. Et pour ma part, je suis consultant data depuis 2009, donc ça fait quelques années, et MVP Data Platform. Métier qui a pas mal évolué, étant donné qu'il y a de ça 10 ans, du coup, je vous aurais jamais dit que je pourrais venir à une session sur le .NET, mais force est de constater qu'aujourd'hui, plus ça va, plus je suis obligé de coder, parce que c'est fini l'époque où je pouvais juste faire des flèches entre 2 boîtes. Maintenant, je suis obligé de vraiment refaire des Azure Functions, me remettre à faire des morceaux de code pour pouvoir fonctionner dans Azure. Sans ça, je ne peux pas travailler. Donc, du coup, j'ai dû m'y remettre gentiment, mais sûrement. Alors, les architectures avec lesquelles j'avais l'habitude de travailler jusqu'ici, elles ressemblaient un peu à ça. Pourquoi la météo? Parce que c'est l'objet de la démo que je vais vous faire. Et puis, en venant à Strasbourg, j'étais sûr que ce serait un bon sujet de discussion. Étant donné que moi, je suis plus sur Paris, où on a une excellente météo aussi, il faut dire, en fait. Donc, on va voir ça. L'architecture de l'application qu'on a mis en place, c'est quoi? C'est une application qui va aller chercher les données de météo sur une API. Public et les ramener au sein d'un bus. On va en parler juste après. C'était juste pour être sûr de pouvoir venir et de ne pas mourir de froid à Strasbourg, donc on va avoir un peu de visibilité sur ce qui allait arriver par la suite. Avant, on mettait ça dans SQL Server. Ça vous parle SQL Server? Non. Non, pas du tout, ok. On m'avait dit que vous étiez trop à la pointe, mais on ne va pas en parler longtemps, justement, on va faire très peu de choses sur SQL Server. Et ensuite, toutes les nuits, moi j'étais la petite personne avec ces vieux outils type SQL Server Integration Services et Analysis Services qu'on voit juste après, c'est que je n'ai pas sous-titré, mais j'aurais pu, qui venaient par batch toutes les nuits ou toutes les heures ou ce que me permettait de faire les machines, parce que quand on vient chercher un lot de données, on n'est pas toujours à même d'aller très très vite, pour mettre ça dans un cube et ensuite pour mettre ça dans du reporting. C'est quelque chose que vous avez peut-être vu au cours de votre expérience. Là, on veut faire du reporting. Comment tu fais? Va chercher les données, stocke-les quelque part. Souvent, on le fait au sein d'un data warehouse. Et ensuite, expose-les à travers des outils de reporting. Alors, ça peut être des outils préfabriqués par Microsoft, type SQL Server, Reporting Services, Power BI. Ou alors, un développeur qui a fait sa petite tambouille en D3JS ou en n'importe quel moyen de représenter des données dans une application. Avec du coup plein de problématiques du type d'accord, je vais aller chercher où mes données, soit on t'a préparé un data warehouse, soit si tu veux faire du temps réel, t'embête pas, t'as qu'à taper directement sur la prod. Globalement, on aime bien quand on fait ça, ça marche pas très longtemps, au bout d'un moment on commence à se dire mais c'est toi là, qui nous mange toutes les performances avec tes requêtes avec 200 jointures pour aller chercher le chiffre d'affaires à travers les 3 dernières années. Mais ça va pas, faut arrêter de faire ça, ça fait 3 fois que le site tombe, qu'est-ce qui se passe? Donc du coup, on a mis des choses en place et on a des architectures qui permettent d'éviter un peu ça. C'est des conversations qu'on entend beaucoup en ce moment, c'est batch contre streaming, comment est-ce que je peux avancer? Avant, on faisait beaucoup de batch, on allait chercher. J'aime bien cette représentation qu'on trouve un peu dans la littérature du saut. Avant, on allait chercher avec notre petit saut dans les différentes applications des données, toutes les 1 heure, toutes les 24 heures. On les ramenait jusqu'à notre entrepôt de données, on les déversait, et là le reporting pouvait partir dessus. Et puis on s'est dit à un moment donné, enfin en tout cas moi je me le dis en ce moment,
pourquoi je ne ferais pas plutôt comme on a évolué aussi, un robinet, où genre tu mets tout dans un flux et quand j'ouvre le robinet, il y a les données qui sont là. Avantage, c'est que je les ai tout le temps, tout de suite. Et en plus de ça, l'inconvénient d'un saut, c'est qu'il faut se le porter le saut. Et que quand c'est un batch de 24 heures et que sur les 24 dernières heures, il y a eu 20 gigas ou 30 gigas ou 100 gigas ou 1 Tera ou 10 pétas de données qui ont été générées, et ben ça fait un sacré saut au bout d'un moment et ça fait des grosses problématiques techniques. Donc pour ça, il y a des architectures simples qu'on arrive à mettre en place aujourd'hui et que vous mettez en place, d'ailleurs, parce que je l'ai vu dans certaines de vos sessions tout à l'heure, des architectures, par exemple la base d'EventHub dans Azure, c'est pas difficile à mettre en place, c'est peu cher, ça demande un peu de repenser la façon dont on crée des applications forcément, vu qu'on ne peut plus serialiser les choses de la même façon avec des bases transactionnelles en dessous, enfin pas aussi simplement. Mais ça fonctionne pas mal. D'ailleurs, pour montrer que ça fonctionne pas mal, je vais vous montrer nous l'application qu'on a fait avec une Azure Function à ce niveau-là. Elle va chercher à peu près 1000 événements par 1000 événements par demi-heure à peu près. Donc ça tape un petit peu pour un truc où j'ai essayé de ne pas payer trop cher, histoire de ne pas faire faillite pour faire un démo. L'idée, c'est de se dire, au lieu de mettre ça dans un SQL ou dans une base relationnelle, je vais mettre mes éléments dans un EventHub ou dans un service bus, celui que vous préférez. Vous connaissez peut-être Kafka ou des choses un peu plus open source qu'EventHub. L'avantage de celui-ci, il est 100% managé par Microsoft dans Azure et il est relativement peu cher et assez puissant. Il a un avantage aussi que j'aime beaucoup chez lui, je vais vous montrer tout à l'heure, c'est qu'avec un clic, vous êtes capable de mettre en place une norme d'architecture qui va vous déposer vos fichiers dans un data lake, nativement dans Azure, peu cher aussi. Je vais vous expliquer un peu plus en détail ce que c'est et ce que je peux faire avec ça. Et une fois qu'il m'a déposé des fichiers dans le data lake, je vais être capable d'utiliser un autre service qui s'appelle Databricks, qui fait du Spark. Ça vous parle un peu le Spark? C'est un moteur open source aussi. Enfin, moi, cette version Databricks, c'est un peu moins open source que Spark en soi, mais c'est l'implémentation de Microsoft qui va vous permettre d'aller chercher des pétaoctets de données si besoin, ou moins. Il faut savoir que le prix d'entrée du service Databricks, c'est à peu près 200-300 € par mois pour un cluster allumé, que vous pouvez éteindre et reprovisionner, je vous montrerai ça. Et vous pouvez sinon aussi utiliser, pourquoi pas, c'est que quelques exemples, Stream Analytics, qui est un autre service d'Azure qui vous permet aussi d'aller chercher en temps réel les données dans l'EventHub pour aller les déposer directement dans un stream Power BI. Je vais vous montrer un peu comment ça s'organise et à quel point c'est simple. Et pourquoi je vous présente ça? Pour une raison très simple, c'est que je vais vous montrer que c'est des architectures assez faciles à faire et que vous pouvez le faire. Et du coup, si vous faites ça, moi je vais arriver, vous aurez ça en place et je vais être capable de travailler sans vous demander de me générer des interfaces en TXT, en CSV, en API, parce que je peux aussi vous demander des API. Ce qui n'est pas très pratique parce que là, dernièrement, j'avais besoin d'avoir une API avec des fichiers de 80 gigaoctets. C'était Mongo vers autre chose. Impossible de se connecter direct à Mongo, 80 gigas par jour. Le développeur qui a dû développer l'API, je pense qu'il pleure encore de l'expérience. On a essayé de faire du streaming au sein de son API. En .NET, c'était l'enfer. Bref, ça marche toujours pas. Pas grand d'expérience. Donc, assez facile à mettre en place. Et en plus, ça vous arrange, ça m'arrange. Tout le monde est content. Donc, on va voir ça à travers quelques démos. Alors, la démo, pour vous montrer que c'est facile, déjà, vous pouvez aller sur ce petit site si vous voulez. Ça, c'est le deuxième site fait sur Angular auquel vous accédez aujourd'hui. Avec un peu de chance, dans celui-là, il passe que par le port 80, donc ça va bien. Il n'y a même pas besoin pour le coup, j'ai testé. Normalement, ça passe pas par des WebSockets, justement, ça passe uniquement par du HTTPS classique. C'est un site qui vous permet de récupérer la météo de l'endroit que vous placez dans le champ texte. Grosse innovation technologique, on n'a jamais vu ça. Alors, du coup, c'est un site qui n'est pas compliqué, hein, ça ressemble à quelque part. Enfin, ici. Ça ressemble à ça. Alors, moi, j'avais tapé Paris, forcément, vous avez tous tapé Strasbourg. D'ailleurs, je crois qu'il fait plus choix pour Paris. Ah, t'as pas le choix.
C'est pas responsive votre site, monsieur. Ouais, c'est pour moi qui l'ai fait, c'est pas grave. Alors le gros de l'intelligence, c'est pas dans ce site. Surtout que je crois que le bouton recherche, en plus, la petite, il peut même pas binder au champ. Donc, en gros, il faut faire rentrer. Donc, dedans, si tu veux chercher des problèmes d'UX ou d'utilisabilité, vas-y. Mais il y a un fond d'écran. Quand vous tapez sur ce champ recherche, ça fait quelque chose de très simple. Ça s'appelle une Azure Function. Gros code. Alors un code d'ailleurs que vous avez vu dans la présentation de Philippe, sauf que là c'est pas du Blazor, c'est du Angular. On va juste appeler une URL, un http.get de l'URL avec la city en parallèle. Waouh, gros code. Amazing. Normalement ça va, vu ce que vous avez regardé juste avant, vous ne devriez pas être trop inconfortable avec ça. Mais moi je pense que j'arrive à comprendre. Ce qui est intéressant, c'est le code de l'Azure Function derrière, qui n'est pas beaucoup plus compliqué, qui va appeler le service, donc qui s'appelle, je ne sais plus trop le site web qu'on utilise ici, Open Weather Map Service, qui est un site qui facture ses services pour aller chercher des données de météo, ou qui est un service gratuit. Bon, dans les faits, le service gratuit était insuffisant, donc j'ai pris le petit truc à 30 ou 60 euros, là j'étais 30 euros par mois, juste pour pouvoir avoir un peu de réponse, sinon j'avais pas assez d'événements, c'était pas super marrant. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça va chercher les informations sur l'API, et si tout s'est bien passé, ça me retourne la réponse. Alors, ça me retourne la réponse, et la réponse, je l'envoie soit dans un event hub, soit je le renvoie en sortie de mon Azure Function. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'enlevais cette partie-là, j'aurais même pas besoin de l'event hub, je pourrais vous afficher le retour de votre site web, ce que vous faites là dans le site sur lequel vous avez été. J'aurais bien le retour, mais par contre je ne profiterai pas de cette deuxième patte qui m'intéresse, qui est d'aller écrire dans l'event hub. C'est pas quelque chose de conseillé, ça, vous auriez très bien pu écrire dans l'event hub et récupérer l'information de l'event hub pour réutiliser l'event hub dans votre application. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Là, l'idée c'est de bien montrer que même sur des applications existantes, vous pourriez très bien écrire dans une base SQL Server et avoir juste un événement supplémentaire pour aller écrire dans un service bus, dans le but de diffuser votre message un peu plus largement que juste votre application. Et si vous faites ça, comme je vous l'ai dit, moi je suis content, parce que j'ai plus besoin du coup de vous demander de me générer des interfaces par la suite, ou d'aller taper dans la base SQL une fois par nuit. Et quand on me demande de faire du temps réel, je dis il n'y a pas de problème, je vais vous faire une requête SQL qui s'exécute toutes les heures. Mais ça, c'est pas pareil, toutes les heures. Ah, toutes les 30 minutes, mais si je fais ça, le DBA, il ne va pas être content. Donc, du coup, au moins, on pourra être plusieurs consommateurs de votre event hub. Alors, comment ça se présente dans Azure? Vu qu'en plus d'être dev, maintenant, on est aussi tous architectes un peu à infrastructure. On est tous en train de penser ah, mais c'est quel service? J'aime bien cette évolution. Bientôt, on va vraiment tout faire. Ce serait mieux si on faisait tout. La mauvaise dame DevOps qui pointe son nez là. Faire attention parce que là, du coup, maintenant, il y a ceux qui faisaient de la data avant qui se mettent à faire du .NET. On va être obligé de vous remplacer. Donc, on retrouve le service bus qui est ici. Donc, un service bus, en tout cas, la partie Event Hub, c'est pas très compliqué à configurer. Donc ça se représente à travers un service comme ça qui nous permet de suivre le nombre d'événements qu'on reçoit. Donc vous voyez quand même que j'ai un petit peu d'événements, j'ai un petit peu de requêtes qui arrivent, et j'ai le nombre de messages aussi sortants qu'on retrouve ici, qui va être utilisé principalement par une chose dans mon architecture. Vous vous souvenez, c'était quoi le service qui... Alors il y avait le Data Lake, mais le Data Lake ça ne va pas être une des sorties vu que c'est un truc natif au Event Hub que je vais vous montrer juste après. Stream Analytics. J'essaie de vous motiver un petit peu parce que 17h, là, c'est 16h, 15h53, 16h. Ah, je sais pas si je suis en PC. Ouais, c'est compliqué cette heure. Du coup, Stream Analytics, ça va être mon principal consommateur ici. Ce que je vous disais tout à l'heure, il y a une feature qui s'appelle Capture. Vous activez ça, vous me rendez doublement heureux.
Parce que je vais avoir une patte, un consommateur sur notre Event Hub qui va pouvoir être quelque chose de temps réel. Je vais pouvoir avoir vraiment des. Je vais pouvoir écrire dans des streams et gérer un stream. L'inconvénient d'un stream, dans mon cas, avec ces services-là, c'est qu'il ne va pas pouvoir être grand à l'infini. Ça veut dire qu'au bout de 1 à 7 jours de rétention, on va me dire ça va, je ne vais pas en garder cette année de stream, donc mets-les quelque part. Si vous avez coché cette case, toutes les 5 minutes ou tous les 300 mégas, ça va me les faire tomber dans un blob storage. Ça va, c'est des petites technologies qui coûtent pas cher. Vous gardez les messages en l'état et donc vous ne filtrez pas les messages qui vont être envoyés. Vous ne les restreignez pas. C'est un des autres problèmes que je rencontrais régulièrement. On me disait, tiens, j'ai ce rapport à faire. Ah ben, je vais ramener cette colonne, cette colonne, cette colonne. Ok. Deux jours plus tard, ah mais t'as pas ramené cette info. Ah bah attends, je vais refaire tout le flux. T'inquiète pas, je vais aller rajouter la colonne qui manquait. Là, tout est stocké directement dans mon bloc storage. Je vais pouvoir le réutiliser et je n'aurai pas besoin de faire des développements lourds pour aller chercher ces nouvelles colonnes que je n'aurais pas ramenées à la base. Donc il me demande à quel format je veux stocker ces messages, et si je vais voir à quoi ça ressemble, bloc storage, ça me parle. Voilà, bon, voilà c'est un petit peu la seule petite spécificité, c'est que j'ai mis ça dans un nouveau bloc storage qui est sorti qui s'appelle le Gen 2, et en particulier dans la partie Azure Data Lake Gen 2. Mais ça ne vous change rien dans cet exemple-là. Juste des meilleurs débits. Donc, hop, si je vais dedans, on voit qu'il y a deux partitions qui s'appellent 0 et 1. Et dedans, j'ai des fichiers .aro. Ça vous parle, Aro? C'est un type de fichier assez malin qui a été développé par Apache, souvent dans la partie Big Data, même si là, ce que je vous présente, c'est pas vraiment du Big Data, mais ça s'applique aussi sur des petites data et sur des Big Data. Le fichier Aro, ça a l'avantage d'avoir la structure, les entêtes qui sont directement dans le fichier et pas dans un fichier de description à part. Et le mode de stockage à l'intérieur est assez optimisé pour être rapide. Donc, ça va nous permettre d'avoir quelque chose d'un peu plus intéressant qu'un CSV avec « Ah, tu avais une virgule dans ton champ. Hey, le drame. Bah, mais des cotes. Hey, tu avais une virgule et des cotes. Oh, là, c'est bon. J'arrête plus. » Voilà, là, on s'embête plus avec ça. Ça, c'est une bonne nouvelle. L'inconvénient, c'est que pour lire un fichier Avro, c'est un peu moins simple. Alors là, je ne l'ai pas sur cette machine, mais il y a un petit éditeur JAR qui existe. Donc là, on est obligé d'avoir un Java Machine sur sa machine. C'est l'enfer. C'est pas grave, c'est pas moi qui vais le lire, c'est les services qu'on a vus tout à l'heure. Vous vous souvenez de ce qui va lire ces fichiers Avro? Ah, il était plus compliqué celle-là. Databricks. Database. Exactement. Oh là là, excellent. Je n'avais pas à vous piéger. On m'a dit que les dettes c'était malin, mais je pense que c'est pas que les gens. Donc vous avez vos fichiers qui sont posés ici automatiquement et vous n'avez rien à faire. Ça veut dire que ça ne va pas avoir d'impact sur votre débit. Ce serait triste que si j'active cette fonctionnalité, je me retrouve avec un débit qui est inférieur, on va avoir besoin de gérer. Ah non, mais tu as activé ça, il va y avoir des problèmes de tension sur ton bus. Ça va le faire tout seul. Donc jusqu'ici, vous avez vu, c'est pas compliqué. On a mis en place un service qui est très simple. Ce service, il est configurable en fonction de la capacité qu'on va vouloir demander avec un petit curseur. Pour dire, bon bah là, j'ai pas assez de throughput, donc de débit. Je vais décaler un peu pour avoir plus de débit, je vais payer plus cher. On peut même le mettre en extension automatique. Si on fait ça et que vous avez la période de Noël qui passe et que vous ne faites pas attention, vous faites faillite le lendemain. Il faut faire attention avec l'extension automatique de Azure. Surtout sur le deuxième service Databricks dont on va parler, où c'est d'autant plus dangereux parce que ça coûte très très cher. Donc il faut être vigilant. Donc là, on a fait notre Event Hub, notre capture automatique dans Blob Storage. Et donc deux choses, soit Stream Analytics, dans l'architecture que je vais vous montrer, qu'on va aller ouvrir. Stream Analytics, c'est un service qui est vraiment pas mal, qui est comparable à ce que peut faire un Kafka, sauf que c'est facile à configurer à la base de Kafka. Mais du coup, ça fait moins de choses, la mauvaise langue, mais c'est l'avantage d'être 100% managé. Ça ressemble à ça. Donc, un écran très simple dans lequel vous allez gérer des entrées, des sorties et une query. En entrée, à votre avis, je vais avoir quoi? J'ai l'impression d'être en partiel. Le message. Le service bus, ouais, le message. En entrée, je vais avoir un event hub de type stream. Pour le configurer, je vais lui dire que je vais me connecter à ce service bus
puisqu'il est sur le même tenant Azure, donc c'est facile à configurer. Je lui explique que ça va être du JSON, que c'est encodé en OTF8 et qu'à première vue, je ne l'ai pas compressé. Ça aurait été malin de le compresser, ça aurait permis d'avoir encore des performances là. Mais là, pas besoin pour la démo, ça se passe bien comme ça. En sortie, pour BI, je vous réponds pas, je ne vais pas vous faire que des questions. Donc j'en ai deux, mais en fait, j'utilise que celui-ci. En vrai, on peut faire plusieurs sorties dans la query, ce qui permet vraiment d'avoir quelque chose de complexe avec éventuellement une entrée, puis répartir le message sur plusieurs destinations de façon assez automatique. C'est vraiment sympa. Ça veut dire quoi une sortie Power BI? Vous connaissez Power BI? Qui connaît Power BI? 3 personnes. Eh ben, dis donc. Le service de visualisation de données de Microsoft. Power BI. Comment vous faites pour vous déplacer et connaître la météo sans Power BI? C'était très clair. Du coup, Power BI, c'est un service qui ressemble à ça, qui est vraiment quelque chose qui a cartonné, qui permet d'avoir dans un site qui s'appelle powerbi.com des tableaux de bord et des rapports qui sont connectés à diverses sources. On utilise beaucoup ça dans les entreprises aujourd'hui pour faire de la BI, faire du décisionnel, de l'informatique sur les données. Et là, par exemple, j'ai un tableau de bord qui permet de voir, on verra ça tout à l'heure, mais de voir les températures, les dernières températures récupérées. Ce qui est intéressant, comme je vous l'ai dit, c'est qu'on va aller dans un stream Power BI. Un stream Power BI, ça ressemble à quoi? Et ben, c'est dans le service Power BI, Microsoft nous permet d'écrire des données directement. Et là, donc, il m'a mis à disposition une API avec un corps de message dans lequel, enfin un exemple de message que je vais pouvoir lui envoyer et des accès pour pouvoir y accéder. Alors si je vais ici, on voit qu'il me donne accès à un endpoint HTTP et il me donne même des petits exemples de requêtes curl ou PowerShell pour pouvoir écrire dedans. Moi je ne vais pas utiliser ça, j'aurais pu, c'est-à-dire que mon application aurait directement pu écrire dans Power BI. Globalement ça n'aurait pas été une bonne idée parce que le débit là-bas n'est pas extraordinaire. Mais si vous aviez un petit besoin, vous auriez pu le faire. Et là, c'est directement Stream Analytics qui va s'en charger. C'est-à-dire que moi, j'ai cliqué sur nouvelle sortie, Power BI. Il a analysé le message que j'avais dans mon JSON. Et au moment où il a reçu le premier message, il a créé un stream directement dans le service Power BI. Ça, c'est quand même assez confortable. La preuve, même moi, j'ai réussi à le faire. Donc, c'est vraiment pas compliqué à faire. Une fois que ça a été fait, à chaque fois qu'un nouveau message va arriver dans mon event hub, mon Stream Analytics va lancer la query qu'on va regarder ensemble pour générer une sortie dans ce stream Power BI. Là, c'est le moment où vous dites je ne veux jamais faire de données, ça a l'air vraiment mieux. C'est pareil, c'est vraiment sympa. Alors, c'est en clair parce que je ne peux pas le modifier, le service est en train de tourner. Là, les messages arrivent et ils sont en train d'être traités, donc je ne peux pas modifier la requête en même temps, ça serait un peu bizarre. Ce que je lui ai dit, c'est dans mon service bus, j'ai des messages avec une structure JSON que je connaissais, donc j'ai parcouru le JSON, on voit que je suis capable de parcourir directement le JSON en disant W c'est un de mes nœuds, j'ai un nœud qui s'appelle W, j'ai un nœud qui s'appelle Y pour le vent, et la vitesse, et donc je vais pouvoir accéder aux différents niveaux de mon JSON directement sous forme d'un langage SQL. Alors c'est pas du SQL au sens complet du transact SQL, SQL Server, mais c'est une application de la norme classique. Et j'ai même pu faire un cross-apply sur un des nœuds de mon jeu de données en entrée, de mon JSON, pour lui dire, il y a un tableau d'éléments qui arrive, c'est la météo, et j'ai pu parcourir ce nœud, faire un cross-apply, donc c'est-à-dire que je vais prendre chacune des entrées dans le tableau JSON, et je vais l'appliquer sur ma ligne pour avoir un tableau à plat, et pour pouvoir accéder à une sortie avec toutes mes données en forme de colonne et lignes. Ça, mine de rien, vous auriez dû le faire autrement. C'est des trucs chiants, c'est des trucs simples, mais c'est des trucs chiants. Là, c'est managé, j'ai pu écrire ça en quelques lignes de SQL. Franchement, vous en rendez peut-être pas compte, mais c'est vraiment sympa. Donc, à chaque fois qu'un événement va arriver dans l'event hub, cette requête va être jouée et je vais avoir une sortie qui va être faite dans mon stream. Bon, facile. Ça donne quoi à la fin? Ça donne un tableau de bord qui ressemble à ça, avec des données qui vont se mettre à jour à chaque fois qu'une ligne arrive. Donc, par exemple, là, si quelqu'un va rentrer dans l'application à une ville,
on va se retrouver avec une entrée avec ce chiffre qui bouge. Il y a aussi des lignes qui arrivent périodiquement, mais nos Azure Functions se lancent sur un timer. Donc pour que ça bouge, il faudrait que j'arrive à le choper. J'espère un peu que ça se déclenche pendant que je parle, mais j'ai un peu l'impression que ça va pas marcher tout seul comme ça. Donc si vous pouvez rentrer éventuellement les... Ah, ça y est, ça a bougé. Colmar, alors ça c'est quelqu'un de la salle qui a rentré ça. C'était pas dans le jeu de données initial. Paris, c'est pas moi. Et donc on a à chaque fois que les lignes arrivent, vous voyez, j'ai rien besoin de faire, on est vraiment sur une notion de streaming, ça c'est du vrai temps réel. C'est pas le temps réel de ce que je pouvais vendre à mon client il y a quelques années, à base de « mais t'inquiète, je vais lancer la procédure toutes les 2 minutes, c'est du temps réel. Ah, il y en a une qui a planté. Bon, moi j'ai perdu un... Bon, bref. » C'est moins 2 à 10. Pardon, Tu passes de moins 2 à 10. en effet, c'est à chaque fois qu'un nouvel événement arrive, donc on a la dernière météo qui s'affiche ici. Le -2, c'est la ville en question qui est arrivée. Ça n'a pas vraiment de sens ce tableau de bord-là. Ce qui va avoir un peu plus de sens, c'est le tableau de bord que j'ai fait juste après. Moi, sur la météo, j'avoue que j'ai eu un peu mal à penser à un truc en temps réel pour toutes les villes avant de faire une carte, ce que j'ai fait juste après. Là, j'étais sur la vue de tableau de bord, elle est assez limitée. On peut afficher des cartes et des lignes et des histogrammes. C'est assez limité. Des cartes avec un chiffre au milieu, pas des cartes. Ouais, des tuiles. Des tuiles, ouais. Avec les gens qui font du Windows, ils disent tuiles. Donc, j'ai fait un tableau de bord un peu plus avancé. Un tableau de bord comme ça, par exemple, ça m'a pris 5 minutes à faire. C'est assez pratique. En même temps, pour faire un truc moche comme ça, c'est normal. On va en parler. Je trouve qu'il y a un côté graphique, j'ai eu l'impression d'être un artiste quand j'ai fait ça. Il y a une bonne ambiance dans cette session de journée, non? Du coup, on a tous les pays sur lesquels j'ai des météos avec. J'ai des températures, j'ai surtout travaillé sur les températures. Sur lesquels j'ai des températures et j'ai la moyenne par pays de température. Donc si je survole ici, j'ai une moyenne ici de 16,5 degrés, en France de 6,85 degrés. En réalité, mieux vaut habiter ici. Je ne suis pas sûr que ça marche. Je suis pas sûr. Si on regarde que la météo, il y a peut-être possibilité. Donc si je filtre sur la France, ça devrait être un peu moins vilain partout autour. Voilà. Donc j'ai bien la France qui s'affiche avec les différentes relevés météo qui ont été faits de température et cette matrice qui me montre en fait ça se voit pas très bien d'ailleurs. Du coup je le vois même pas sur l'écran. La moyenne des températures sur l'axe Y et la moyenne de l'humidité sur l'axe X. L'idée étant de se dire si j'ai envie d'habiter dans cette zone-là, je vais être plutôt sur très forte humidité, très forte chaleur, ou dans cette zone-là, très faible température, très faible humidité. Ou alors, peut-être très forte chaleur et pas trop d'humidité. Ça peut être sympa. Donc là, on voit que j'ai 950 températures. Si je fais actualiser, j'ai toujours 950. C'est qu'on n'a rien passé sur la France. Si vous rentriez une valeur, si je fais actualiser, je vais directement accéder au stream. Avantage, on a du temps réel. À chaque fois que je vais cliquer sur actualiser, je vais bien avoir les nouvelles lignes qui sont arrivées. Inconvénient, sur Power BI en l'occurrence, on est limité à 200 000 événements dans ce mode de fonctionnement. Ça veut dire qu'au-dessus de 200 000, c'est une pile, ben je vais perdre une mesure de température. C'est pour ça que j'ai besoin de récupérer mes informations que j'ai mises dans mon data lake. Si j'ai besoin de tous les événements, et à la vitesse où j'en récupère, j'ai lancé ce matin, j'ai initialisé tout ce matin, d'ailleurs ça se voit, là je ne peux pas aller ailleurs que sur le 2710 en termes de lettres. Si jamais je regarde surtout les mesures, j'ai fait 54 000 événements depuis ce matin. Si jamais je laisse tourner ça une année et que je veux voir le résultat sur l'année complète, je vais avoir beaucoup d'événements. Si je veux faire ça, il faut des technologies qui sont capables de le traiter. Pour le traiter, du coup, on peut utiliser cette partie qui s'appelle Databricks, donc un cluster Spark à la demande, et les notebooks Jupyter. On a des mots trop cool quand même dans notre métier. Et ça, c'est très marrant d'ailleurs pour la petite histoire, si ça vous intéresse. Ça vous intéresse pas d'ailleurs, je vous le dis quand même. J'avais le commentaire avec Philippe là, sur la partie Blazor où il disait t'es sûr que ça va perdurer Blazor parce que moi j'ai vécu une petite défaite sentimentale avec Microsoft là, récemment. Je m'étais basé beaucoup sur le USQL, qui est un langage basé sur le .NET,
qui utilise Azure Data Lake Analytics pour faire exactement ce que je vais faire avec là, mon cluster Spark. Sauf que à première vue, vu le non-support d'Azure Data Lake génération 2, justement, que j'utilise là, ça n'a pas l'air d'avoir le vent en poupe. Les gens ont peu accroché. Pourquoi? Grosse communauté Spark, petite communauté dédiée à ce service Microsoft qui n'est pas open source. Donc, du coup, grosse communauté sur Jupyter, grosse communauté sur Spark, et donc grosse adoption de cette partie Spark et Python. Du coup, je suis obligé de faire du Python, alors je ne dis pas. Bref, c'est pas grave. Donc, Databricks, ça ressemble à ça. Ça, c'est l'implémentation de Databricks avec Jupyter. Donc, j'ai l'occasion de faire une sorte de feuille de route en lui disant qu'est-ce que je vais faire à la suite. C'est mon sorte de script pour lui dire qu'est-ce que je vais faire avec les données. Avantage de cette partie-là, c'est que je vois que j'ai mon cluster qui est allumé, il est vert. C'est un cluster avec 90 Go de RAM, au cluster, et c'est le plus petit possible. Bon. Mais ça coûte que 280 € par mois. Donc, ça va. Là, la prochaine fois que vous allez voir votre responsable d'infrastructure et que vous lui dites tu peux me rajouter de la RAM et qu'il dit oh là là, il dit mais tu rigoles, 280 balles, j'ai dit 90 Go de RAM. Ouais. J'ai un papa moi. Donc du coup, un des éléments que j'aime beaucoup dans Jupyter, c'est que je vais pouvoir lancer des instructions cellule par cellule. Donc là, je peux dire, lance-moi la cellule, bravo, j'ai instancié 2 variables et ça a pris 0,03 secondes. Magnifique. Vous ne pouvez pas instancier des variables, ah si, je pense déjà. Ouais. Donc là, en fait, les deux premières étapes, c'est juste pour se connecter au blob storage. Et donc aller chercher pour pouvoir accéder à mes fichiers à vous. La ligne qui est là, je dis j'ai un data frame. Alors en data et particulièrement avec Jupyter et avec Python, on a beaucoup cette notion de data frame. C'est l'équivalent d'un dataset en quelque sorte. Donc je vais remplir un data frame en lisant via le format Avro. Vous voyez ce que je vous ai dit, c'est dur à lire, mais moi je m'en fiche parce que je vais utiliser des choses qui savent le lire. Je vais lui dire de deviner le schéma basé sur l'entête du fichier et je vais aller chercher ça dans mon blob storage avec un étoile/étoile.avro, ce qui va me permettre de parser toutes les partitions et tous les dossiers à l'intérieur de mon blob storage. Donc déjà, ça c'est quelque chose de compliqué qui est largement simplifié. Avec une commande, je vais être capable de parcourir, là j'ai quelques milliers de fichiers quand même, qui ont été générés depuis ce matin. Et là, il va me lancer un job Spark avec 164 étapes et pour aller me chercher tous mes fichiers pour récupérer tous mes messages. Ces messages, ils ressemblent à quoi? Hop, je vais lancer ça. Là, vous voyez déjà, ça a pris 1 seconde à 2 pour parcourir l'intégralité de mes messages et les charger dans un data frame sur le plus petit cluster disponible. Donc on est quand même sur quelque chose qui est capable de scaler de façon assez impressionnante. En tout cas, moi ça m'impressionne. Le contenu du coup du data frame, on se rend compte que j'ai des éléments qui sont spécifiques à Eventup. Donc toutes ces colonnes que vous voyez ici, le sequence number, l'offset, toutes ces colonnes ici, c'est spécifique à Eventup. Je ne vais pas m'en servir, parce ce qui m'intéresse, c'est le body. C'est le contenu de mon message, c'est ce qui a été envoyé par Fabrice, mon collègue, depuis son application qu'il va chercher dans l'API de la météo. Le problème, c'est que c'est du binaire. Bon, c'est pas grave. On va faire l'équivalent de ce que je peux faire pour caster ça dans quelque chose de lisible en JSON. Donc ça correspond à ces deux éléments qui sont là, ces deux commandes. Et la troisième commande va me permettre d'afficher le contenu. Et c'est vraiment ce côté un peu debug à la volée. Je lance une cellule, ça m'exécute une commande et je peux afficher le contenu de mon data frame. C'est quand même assez confortable en termes de debug. Moi, j'avoue que c'est un peu ce qui me fait dire que Python, c'est pas complètement pourri. Et donc là, je vois que j'ai mes délais d'exécution à l'intérieur de mon body. J'ai des informations de latitude, longitude. J'ai des informations d'humidité, de pression, de température, le nom de la ville, le nom du pays, et la météo et les conditions de vent. Voilà, j'ai toutes les informations dans un JSON un peu évolué. Ce JSON, je vais le placer d'abord dans une... Donc ce data frame, ce dataset, je vais le placer dans une table temporaire que j'appelle. Alors, c'est ce qu'il va exécuter, 16h13. C'est bon, ça va tellement vite, j'ai l'impression que ça ne s'est pas lancé.
Et ensuite, là, je vais lui mettre un petit pourcent SQL pour lui dire, bon, bah, j'en ai marre de faire du Python, je vais faire du SQL. Là, je regarde dans mon monde, je retrouve le sourire. Et je vais lancer le select étoile juste pour voir à quoi ça ressemble du SQL dans ce contexte-là. Ben, ça ressemble bien à J'arrive quelque part avec tout ça, hein. Ne vous inquiétez pas, il n'y a plus que 200 étapes et on est bon. Il est à 23h30 ce soir. Donc, quelques commandes SQL, l'idée ça va être d'aller chercher latitude, longitude, humidité, pression, température, le nom de la ville, la country et la date d'exécution de la requête pour mettre tout ça dans une table que je vais pouvoir réutiliser avec Power BI. Cette table, elle va être interrogée en direct query, donc en direct par Power BI. Power BI va générer des jobs Spark et va renvoyer le résultat de façon transparente. L'avantage, c'est que si jamais je fais tourner mes jobs Python assez régulièrement, je vais pouvoir avoir quand même quelque chose qui est assez fidèle en termes de temps de délai de présentation. Et ça va pas être, il n'y aura pas trop de latence. Donc là, on voit qu'il a chargé 6506 lignes. Comme je vous ai dit, j'ai réinitialisé ça ce matin, je n'ai pas réinitialisé mon stream. Donc j'ai beaucoup plus d'événements dans mon stream que dans mon data lake. C'est original. Mais bon, c'est pour les gens. Si je retourne dans Power BI, du coup, c'est plus le même rapport. Ce rapport-là, il est basé sur un stream. Je vais aller dans l'espace de travail. Hop. Dans le rapport, je vais prendre celui sur les données historiques. Alors là, du coup, ça rame. C'est beaucoup plus long. C'est beaucoup plus long parce que pour afficher chaque visuel, il va lancer un job Spark. Spark va renvoyer le résultat et ensuite le communiquer à Power BI. Donc forcément, c'est plus long. C'est plus long, mais c'est pas si long. Dans le sens où, là, ça va prendre une petite vingtaine de secondes. Si j'avais plusieurs millions ou plusieurs milliards de lignes, ça aurait à peu près le même temps de réponse. En gros, je suis dans la zone un peu sombre où c'est aussi c'est une technologie pas assez rapide pour pouvoir me répondre rapidement pour des petits besoins comme ça. Mais où en vrai, si j'avais des millions de données, ce serait vachement rapide. Après, j'ai pas optimisé la chose non plus. Donc là, ça m'a bien envoyé le résultat et j'ai bien quelque chose qui peut être interactif. Donc je peux continuer à cliquer ici sur France, sur je sais pas, une idée de pays. Sur IT, tiens. Voilà. Donc là, ça va renvoyer un job auprès de Spark pour filtrer tous les datasets. Si on veut, on peut le vérifier d'ailleurs. Donc là, ça a été déjà beaucoup plus rapide à charger. Une fois que le cluster, une fois que les données de la table est chauffée côté Spark, elles montent mieux en mémoire, ça va beaucoup plus vite. Et on voit les données en Italie, d'ailleurs, il y a des endroits qui sont beaucoup plus chauds que d'autres. 23 degrés. Ah, c'est pas mal, ça. Voilà, voilà. Donc, pour cette partie-là, et pour l'architecture, est-ce que j'ai vu tous les points d'architecture? Tout à fait. Donc, on a cette partie Data Lake, cette partie Databricks, cette partie Power BI. Alors, un des avantages qu'on a, c'est qu'en effet, sur Databricks, on va aussi pouvoir appliquer toutes les parties de machine learning. On va pouvoir, dans Python, lancer des algorithmes de forecast, par exemple, faire des régressions linéaires assez simplement. On va pouvoir faire du clustering. Par exemple, en Python, on aurait pu dire, bah, tiens, je vais utiliser un algorithme de cluster pour choisir les meilleures destinations pour les prochaines vacances. Basé sur ces données-là, ça peut être pas mal. On va pouvoir utiliser du R si on veut aussi. On va pouvoir faire un certain nombre de choses de ce type-là sur les données. Des choses qui, normalement, demandent des machines complexes pour réaliser ce genre de traitement. Là, ça va être tout dans la boîte d'Azure Databricks. Tout en gardant la capacité d'avoir des données en temps réel aussi côté pas en temps réel. Et tout ça, ça a été rendu possible, et c'est ça la conclusion de la session, parce que un gentil développeur l'a mis à un service bus quelque part dans son architecture. Ça ne lui a pas coûté tant que ça, on l'a vu au début. Ça ne coûte pas si cher, parce que le Event Hub, ce n'est pas le service le plus cher d'Azure. Et ça ouvre quand même, vous l'avez vu en très peu de temps, mais vous l'avez vu quand même, une ouverture en termes de capacité de reporting à la fin, qui est assez importante. Si demain, j'avais des millions d'événements, des milliards d'événements, je pourrais mettre en place un gros Databricks, c'est peut-être être la personne qui fournit les données météo de forecast des 7 prochains jours plus fidèles que la météo. Peu de chance, mais sur un malentendu. Donc, c'est vraiment des architectures qui marchent très bien. Est-ce que vous avez des questions? Oui.
Combien ça coûte en tout du coup? Combien ça coûte en tout? Alors, j'ai pas fait les maths, mais je peux te le dire à l'œil. Ça coûte moins de 100 € par mois. Ça coûte rien. Ça coûte en fonction du teraoctet de données que vous mettez dedans, du gigaoctet de données. C'est pas cher, c'est du blob storage. Ça vous parle, normalement, c'est le truc en chip d'Azure. Ça coûte un peu. Alors, surtout si on le grossit pour qu'il soit capable de prendre beaucoup d'événements. Bon, c'est toujours pas extraordinaire. On doit être pour le sizing que j'ai mis là, on doit être aussi aux alentours de 100 € par mois. Ce qui coûte le plus cher, c'est ça, là-haut. Ça coûte au minimum 300 €, 280 € par mois. Ça monte jusqu'à 10, 15, 20, 30 000 € par mois en fonction de comment vous mettez votre cluster. Voire si vous faites une demande auprès de Microsoft, vous pouvez même monter sur des clusters phénoménaux avec vraiment beaucoup d'argent. Mais aussi des performances. Si ça sert à rien de mettre très gros juste pour payer. Mais il y a une fonctionnalité d'ailleurs qui est pas mal. C'est que, donc il y a l'auto-scaling sur une partie des services. Mais sur Databricks, on a un truc vraiment pas mal. Sur mon cluster. C'est qu'on peut lui dire que si après un certain nombre de minutes d'inactivité, eh ben, il va s'éteindre tout seul. Ça c'est sympa, ça évite qu'après la démo je sois pressé de rentrer chez moi et que je le laisse allumer et qu'après j'ai plus de crédit à jour. C'est pas mal. Donc du coup, pour répondre à ta question, je sais pas si tu as fait la somme. Ouais, si, je vais. Celui-là, du coup, c'est le plus cher. Et celui-ci, c'est Power BI, donc c'est 8 € par utilisateur par mois en version payante. Est-ce que j'ai utilisé une fonctionnalité payante? Je pense pas. Là, donc en version gratuite, vous auriez dû faire la même démo. Là où ça aurait été payant, c'est si j'avais voulu le partager avec quelqu'un. Quand on veut partager avec quelqu'un, ça coûte 8 € par utilisateur par mois. Non négocié, dans les grosses entreprises avec qui négocier, ça tombe un petit peu. Et donc on a l'avantage de cette chose-là aussi, c'est que tout est managé. Donc là, j'ai que des services où j'ai fait clic, clic, clic. J'ai pas d'infrastructure à gérer. Un cluster Spark à gérer à la main, c'est une aventure totale. Hein. C'est un cluster Hadoop, ce qui serait l'équivalent de mon Data Lake, c'est une deuxième aventure. Donc c'est pas si cher pour ce que c'est. Vraiment, c'est des archives qui coûtent pas si cher. Surtout que moi, tu t'arrêtes là, je suis content en tant que dev. Toute la partie là, je la prends en charge. Il n'y a pas de problème. D'autres questions? Vous allez faire des events maintenant? Merci beaucoup. Oui? Non? Ok, merci.